Avant votre question, je vais révéler quelques secrets. Vous êtes du style à attaquer en premier. Tu oses défier mon autorité? Combien a duré votre discours le plus long? Plus de 3 heures. Parfois, j'en fais 3 par jour et je les force à m'écouter, même s'ils ne veulent pas. Mon émission est ratée. Il appartient à la marine chinoise. Il est commandant du Liaoning, le premier porte-avions chinois. Son nom, Liu Zhe. Il était complètement rouillé. Tellement petit et pourri. Je partageais en partie ses frustrations. J'avais peur que le porte-avions ne voie pas le jour avant ma retraite. Mais en fait, ça a été plus vite que je l'imaginais. Le 25 septembre 2012, le porte-avions Liaoning est livré à l'armée. Le fait que la Chine possède désormais son propre porte-avions signifie que la marine chinoise prend un nouvel envol. Pour les guerres modernes, l'esprit du combat va s'appuyer de plus en plus sur les armes intelligentes. Parmi les légendes sur vous, lesquelles sont vraies? Fer de lance, de la marine, il a le sens de l'honneur, Liu Zhe. Bonjour à tous, bienvenue, vous regardez Magistral, c'est la première place ouverte à la télévision pour les jeunes de Chine. Je m'appelle Sabening, soyez les bienvenus. En juillet 2017, eh bien je crois que tout le monde a reposté une vidéo sur WeChat. C'était un gros buzz à l'époque. Il s'agit de la vidéo présentant le porte-avions Liaoning de la marine chinoise. On a vu que la vidéo avait réveillé la passion pour la marine chez le grand public. Cela nous montre aussi la puissance de la marine chinoise. Le 25 septembre 2012, ce premier porte-avions a été livré à l'armée. Le fait que la Chine possède désormais son propre porte-avions signifie que la marine chinoise va prendre un nouvel envol. L'invité que nous allons vous présenter est celui qui a été témoin de la naissance et du développement du projet. Applaudissements, s'il vous plaît, pour notre invité du jour, Liu Zhe. Il est commandant du porte-avions Liaoning de la marine de l'Armée populaire de libération. Bonjour mon commandant. Bonjour. Bienvenue. Quelle allure! Merci, merci à tous. Asseyez-vous. Avant vos questions, je souhaite vous interroger en premier. Vous êtes du style à attaquer en premier? Êtes-vous un enfant de la marine, non? Tout à fait. Je vous offre ma casquette. Waouh, magnifique. Il est plus beau que moi sans casquette. Et avec, il le reste. Merci, merci, merci beaucoup. Cette casquette est précieuse, merci. Je vais demander au commandant de la signer. Merci. Tout le plaisir est pour moi. Gardez-la moi précieusement. Une question me brûle les lèvres. Pourquoi votre peau est-elle si foncée? Question importante. À mon avis, c'est lié au contraste avec mon uniforme qui est trop blanc. Ah, c'est vrai, vous avez raison. Bon, j'avoue que j'ai la peau assez foncée. Les rayons du soleil sont particulièrement forts sur la mer. Surtout avec la réverbération. On a l'impression qu'un commandant passe plutôt son temps en cabine, dans la salle de commandement. Vous vous trouvez plus souvent en cabine ou bien à l'extérieur sur le navire? Moitié-moitié, je dirais. Je ne serais pas rassuré si j'étais toujours à l'intérieur. Mais ça ne sert à rien que je sorte de trop. Le commandant doit se tenir prêt à son poste. Sinon, quand il y a une urgence, tout le monde est en panique. Le porte-avions 100% fabriqué en Chine n'a pas encore été mis en service. Pour le moment, notre marine dispose d'un seul porte-avions. Je me demande si le fait de posséder un porte-avions pour la première fois a un impact considérable sur la marine d'un pays. C'est une évidence.
Un seul porte-avions, ça ne semble pas beaucoup. Mais dans la réalité, peu de pays au monde disposent d'un porte-avions. Les Britanniques ont lancé leur chantier de porte-avions il y a de nombreuses années. Sur le chantier, plusieurs commandants se sont succédés, mais le navire vient seulement de faire ses premiers essais. Ce n'est pas grave si notre marine a démarré plus tard que les autres, parce qu'on va plus vite. Vous vous sentez rassuré quand un militaire chinois confiant et courageux est à côté de vous? Applaudissements, s'il vous plaît, pour le commandant Liu et son discours. Étant donné mon travail, je fais souvent des discours aux jeunes officiers et soldats. Parfois, je les convoque 3 fois par jour et je les force à m'écouter, même s'ils ne veulent pas. C'est la première fois que je parle à un public hors armée. Quand mes soldats ont entendu dire que j'allais participer à Magistral, ils étaient plus enthousiastes que moi. Alors que là, je ne suis pas mal stressé. Comme Sa Beining, je suis né dans une famille de militaires. J'écoutais le clairon tous les jours, je portais l'uniforme de mon père. J'ai appris à marcher au pas avec les soldats. J'ai donc choisi de mener une carrière militaire. Je ne sais pas si c'est moi qui ai choisi mon destin ou l'inverse. En tout cas, je suis toujours dans ce milieu. Après mon doctorat, je suis entré dans la division des contre-torpilleurs de la flotte de la mer de Chine orientale. C'est une unité établie en même temps que la marine chinoise. C'est une division d'élite. Pendant les 3 années suivantes, je dirigeais la frégate la plus avancée de l'époque et remplissais toutes mes missions. Lors de ma 3e année, un événement m'a marqué. Cette année-là, le vaisseau amiral Blue Ridge de la flotte du Pacifique des États-Unis est venu en Chine. Un soir, le Blue Ridge organisait une réception sur le pont. Le commandant du vaisseau américain et moi-même étions sur la proue. Un verre de vin à la main, nous profitions de la vue. J'étais très fier. J'ai levé mon verre devant le commandant du Blue Ridge en disant « Trinquons à ce beau paysage ». Il m'a répondu qu'il trinquait aussi pour mon bateau, très beau malgré sa taille réduite. Je me sentais presque offensé, oui. Mon bateau est petit, le tien est grand, et alors? Mais j'ai tourné la tête pour regarder ma frégate. Elle faisait 2000 tonnes et son navire 20 000 tonnes. Imaginez la différence de taille entre les deux. Mon navire était vraiment très petit. J'ai vidé mon verre cul sec et je me suis promis que si on avait un navire plus grand un jour, un porte-avions par exemple, j'en deviendrais le commandant pour retrouver ma fierté. Par surprise, le porte-avions arriva. Fin 2009, la division de porte-avions fut créée. Nous avons fait nos pactages pour aller à Dalian. Quelle était notre priorité une fois arrivés là-bas? Voir le porte-avions, évidemment. Pour rester discret, nous nous habillions en civil et nous allions le voir comme touristes. On n'avait pas le droit de le regarder de près. On restait derrière la ligne de sécurité. J'ai jeté un coup d'œil de loin. Comme c'était marée basse, je ne voyais que la partie du pont d'envol, au-dessus du port. Il n'était pas aussi grand que je l'imaginais. Il était petit et pourri. Il avait l'air tellement usé et vieux. Puis un jeune collègue n'a pas pu se retenir et a dit que, comme ça faisait plus de 20 ans qu'il naviguait, très vite il serait hors d'usage. Je lui ai dit « ferme-la ». Mais je partageais en partie ses frustrations.
Je n'avais pas confiance. Il était vraiment trop fatigué et moche. Si on devait le rénover, combien de temps ça allait prendre? Après le Nouvel An, nous avons rejoint le chantier naval avec les ouvriers. On les aidait aux travaux de rénovation. J'ai pu enfin monter sur le porte-avions pour la première fois. C'était par une entrée temporaire. Ce n'était pas une vraie entrée à la base. Pour faciliter l'accès, on avait fait une ouverture dans la coque en acier du bateau. Je suis monté par là. L'intérieur était sombre parce que les lumières n'étaient pas en place. C'était éclairé de temps en temps. Il y avait de la poussière partout et une forte différence de température. On sentait des courants d'air. J'ai cherché pendant 2 heures sans pouvoir trouver le pont d'envol. Puis on est descendu du bateau et on a discuté. J'ai été dans tel endroit, il a été dans tel autre endroit. Puis quand on essayait d'identifier les endroits où nous étions allés, personne ne savait. Le porte-avions était un labyrinthe d'acier. Pour la première visite, même si je n'ai pas trouvé le pont d'envol, j'avais eu un aperçu. En frottant avec un gant, la couche de rouille partait, et j'ai pu voir qu'en dessous, c'était presque comme neuf. Ça voulait dire que la structure globale était toujours bonne et que le métal était de qualité. Et puis les équipements fabriqués en Chine étaient disponibles. En tant que commandant, j'étais conscient que le jour J était dans un futur proche. En fait, ça a été plus vite que je le pensais, avec une première mise à l'eau dès la 2e année. Le jour du premier appontage, j'avais l'impression qu'il faisait très froid. Un vent glacial soufflait sur la mer de Bohai. Le stress augmentait, la sensation de froid. À l'époque, j'étais second. J'étais sur la passerelle, l'équipe de contrôle des avaries se tenait prête. Vous savez que pour les pilotes, décoller et atterrir sur un porte-avions, c'est aussi délicat que de danser sur la pointe d'un couteau. Je voulais me convaincre de penser positif, mais je n'y arrivais pas. Je ressassais la marche à suivre en cas de problème, parce que je n'avais jamais vécu cela. Jamais un de nos avions n'avait atterri sur ce bateau. Puis le pilote Dai Ming-Mong a fait le premier essai. Il est descendu du ciel et a atterri sur le pont. Son appareil a été bien arrêté par les brins d'arrêt. En un clin d'œil, l'avion s'est arrêté d'un seul coup. Tout le monde était stupéfait. Quand le pilote a éteint le moteur et s'est levé de son siège pour saluer la foule, tout le monde a hurlé de joie. Beaucoup se sont précipités vers l'avion. Mes inquiétudes étaient finies. Dans le froid glacial, mes mains transpiraient à travers mes gants. Je suis retourné à la cabine. Le commandant de l'époque était Zhang Zhong. Il était aux commandes. Je lui ai demandé, « Mon commandant, vous avez vu l'atterrissage du chasseur ?» Il a répondu, « Non. J'ai juste vu le vent qui souffle. » En fait, de nombreux soldats n'ont pas eu l'occasion de voir le décollage et l'appontage d'un avion avant la fin de leur service sur le porte-avions. Par conséquent, quand on reçoit un nouveau soldat aujourd'hui, on s'arrange pour qu'ils voient le spectacle. C'est pour partager avec eux la gloire et la puissance propre à un porte-avions. La marine croit en cette devise. C'est l'homme qui combat, pas le bateau. Ça relève d'une vérité militaire. Ce sont les hommes qui se battent, pas les armes.
De quoi manque la Chine aujourd'hui? D'un esprit combattant. Nous devons aller au front, nous devons nous rapprocher des jeunes pour leur transmettre notre savoir et faire d'eux une force combative. Quand j'étais jeune, je voulais commander une compagnie d'infanterie, parce que je trouvais que combattre arme à la main, c'était cool. Après l'université, j'ai fait ma demande et j'ai vite eu un retour positif. J'ai été affecté à une compagnie qui s'est illustrée lors de la guerre sino-japonaise, la 8e compagnie d'acier. Dans l'armée, mon premier combat eut lieu à la cantine. Comment avoir de la viande alors qu'elle était en si petite quantité? Un soldat plus âgé a vu que je n'osais pas me battre pour manger. Il m'a dit, « Tu dois réagir, c'est un vrai savoir-faire. Tout d'abord, il faut oublier sa dignité. Ensuite, avoir la bonne technique. Dès que la viande est mise sur la table, il faut prendre un morceau en un éclair et le mettre dans son bol, puis en reprendre un pour le mettre dans sa bouche, et en garder un coincé dans les baguettes. Tu vois, malgré mon doigté, je n'ai jamais pu avoir un 4e morceau. Plus tard, à cause de ma vocation d'officier, je pensais que je devais faire ma propre contribution pour résoudre les obstacles à surmonter de notre époque. J'ai donc quitté la compagnie par la suite. Je suis entré à l'Institut de l'économie militaire de l'APL. J'ai appris à réfléchir aux problèmes militaires sous un angle économique. J'ai compris aussi que les questions économiques et logistiques de l'armée relevaient de la stratégie militaire. Par conséquent, je me suis inscrit en doctorat en études stratégiques à l'Institut des sciences militaires. Après mes études, j'ai décidé de servir dans la marine parce que je connaissais les navires de guerre sur le bout des doigts. Je connaissais tous les paramètres par cœur. Pourtant, mes connaissances théoriques se sont avérées inutiles sur le terrain. Le chef du détachement nous apprenait la navigation. Il s'est énervé contre moi. « Tu es vraiment un idiot. Tu es sûr d'avoir un doctorat? Tu as passé des heures pour apprendre un truc si facile. Tu ferais mieux de sauter directement dans la mer. » Une fois, il m'a appris comment commander une frégate. Il m'a dit à voix basse, « Tourne un peu à tribord. » J'ai hoché la tête, compris. Puis j'ai donné l'ordre de tourner de 10 degrés. Il s'est mis en colère. « Liu Zhe, tu as attendu 3 hochements de tête pour donner l'ordre. Pourquoi tu ne le fais pas dès le premier signe ?» Je voyais qu'il était fâché, mais je ne sais pas pourquoi. Ça m'amusait. Je lui ai répondu, « Vous dites simplement tourner un peu à tribord, mais je dois d'abord comprendre. Ça veut dire quoi, un peu ? 5 degrés, 10 degrés, 8 degrés. Puis comment je donne l'ordre? Les ordres pour changer de direction, il en existe beaucoup. Je ne suis pas aussi expérimenté que vous. J'ai donné l'ordre après 3 hochements. C'est déjà bien pour mon niveau. Il m'a écouté et a changé d'attitude. Petit malin, tu oses défier mon autorité. Ça m'a rassuré, parce que cela signifiait qu'il me considérait comme l'un de ses hommes. Ensuite, il a commencé à me transmettre son savoir. Grâce à un maître exigeant et une armée compétente, j'ai pu me former. J'ai terminé la formation de capitaine de frégate en 4 ans, alors que normalement, il en faut 8. Certains disent que le meilleur des maîtres est la curiosité. D'autres que c'est l'impératif de survie, qu'il faut apprendre pour exister. La curiosité et la vie m'ont tant appris. Des soldats sympas m'ont aussi beaucoup appris. Ils constituent la première armée de porte-avions chinois. Nous étions des dizaines de personnes au départ, puis des centaines, et aujourd'hui, des milliers. Je crois que dans le futur, le porte-avions sera ouvert au public. Je vous y attends. Merci, commandant. Très beau discours. Merci.
Merci à tous, asseyez-vous. Vous avez dit au début que vous donniez souvent des discours à vos soldats, jusqu'à 3 par jour, et que vous les forciez à vous écouter. C'est ça. Combien a duré votre discours le plus long? Plus de 3 heures, je crois. Si le commandant parle aux soldats, ces derniers doivent se tenir le dos droit, ils vont rester dans la même position durant ces 3 heures. Nous, ça va, détendez-vous. Voyons, ils ont tous corrigé leur position. Détendez-vous. Oui. C'est la discipline militaire. Ça, Benning a raison. Je fais aussi des remarques pendant mes discours. Qu'est-ce que tu as? Mon discours ne te plaît pas? Pourquoi tu bailles? Il est interdit de bâiller. Il ne faut pas montrer son mécontentement, il faut se tenir le dos droit, il faut applaudir fort. Combien de soldats sur le navire? Je ne peux pas vous le dire. Vous les connaissez tous? Pas du tout. J'en connais peut-être... Mais vous allez deviner leur nombre si je vous le dis. Je peux connaître le nom de 20% d'entre eux. C'est vrai que ça ne permet pas d'avoir le nombre. Je peux vous demander combien de personnes représentent ces 20%? Bon, c'est un secret militaire, ce n'est pas à savoir. Mais je suis convaincu que le nombre de combattants est très grand. Pendant votre discours, les spectateurs ont écrit plein de questions. Certaines sont très techniques. Beaucoup parmi eux doivent être des fans de l'armée parce qu'ils posent des questions très techniques. Par exemple, le catapultage électromagnétique ou à la vapeur, le décollage avec tremplin en bout de piste. Ça va aller. L'équipe de réalisation m'a dit, rassurez-vous, si vous ne connaissez pas la réponse, Benning va répondre à votre place. Au pire, vous répondez directement à ma place. J'avais enfin une occasion de briller avec mes connaissances, mais il a vendu la mèche. Parmi toutes ces questions, j'ai ignoré les superficielles, celles qui sont trop naïves. J'ai sélectionné les plus poussées. Par exemple, les soldats sur le porte-avions savent-ils tous nager? Est-ce une obligation? Pas du tout. On peut devenir marin sans savoir nager pour monter dans le Liaoning? Parce que la Chine est un pays vaste. Dans le sud, les gens apprennent à nager. Petit, j'ai appris à nager dans la mer. Oui, depuis l'enfance, mon père m'a appris à nager dans le fleuve à 5 ans, par peur que je me noie plus grand. Mais il y a plein d'endroits où on n'apprend pas à nager. Quand un soldat a 20 ans et qu'on lui demande d'apprendre à nager, c'est plus difficile. On leur apprend plutôt comment se sauver en mer. En fait, si vous tombez vraiment dans la mer, contentez-vous des équipements de sauvetage. Oui. Ne cherchez pas à nager. Oui, ça épuise les forces. Oui, vous ne pourrez pas aller loin. Restez sur place. On ne vous abandonnera pas. On reviendra vous récupérer. Ensuite, les 6 jeunes représentants du public. Allez. Vous êtes de la marine? Mon commandant, vous vous souvenez de moi? Oh là là, le moment bien embarrassant. J'ai été en service sur le Liaoning de 2013 à 2015. Je suis déjà... Vous vous appelez Yendei? Oui, Elle était dans l'artillerie. oui. C'est vrai? Vous vous souvenez de moi? Ah, je suis contente. J'ai été artilleur dans le service armement, la dernière ligne de défense contre les attaques aériennes sur le porte-avions. J'ai quitté l'armée. Personnellement, je ne communique pas beaucoup avec les femmes soldats parce qu'elles finissent par quitter l'armée. Les scènes d'adieu, c'est beaucoup d'émotions. J'ai eu l'expérience d'accompagner des femmes soldats et ça m'a rendu triste de les voir partir. Vous avez tous pleuré. Oui, j'ai même peur de les voir partir. Depuis, j'évite un peu les contacts. D'après votre discours, vous avez appris à vous battre pour la viande dans l'armée. J'avais trop honte pour faire ça. C'est un passage qui vous a marqué. C'est donc pour ça qu'on a des repas délicieux sur le porte-avions? Vous rendez-vous compte que ce n'est pas forcément bien pour les filles? J'ai grossi de 3 kilos. Il y a des filles qui ont grossi de 5 kilos. Les garçons, ça va. Voyez ces deux-là. Ils n'ont pas grossi du tout. Il y a une raison pour ça. Comme je sers l'armée depuis longtemps, j'ai pu comprendre ce phénomène. Pourquoi les filles grossissent, pas les garçons? Pourquoi? Parce que l'entraînement dans l'armée est très intensif. Oui.
Les garçons dépensent tout ce qu'ils ont mangé. Les filles s'entraînent aussi beaucoup, mais elles prennent du poids d'une manière différente. Si elles ont un rythme de vie régulier, elles prendront du poids même si elles ne boivent que de l'eau. Exactement. Donc l'intensité sportive n'a pas d'impact sur leur poids. Le sport ne réduit pas le poids, mais il le stabilise. À part ça, vous avez d'autres anecdotes sur le commandant à nous raconter? Mon commandant, je laisse la parole à mes camarades. Vous avez quitté l'armée? Oui. Vous n'êtes plus dans l'armée, donc vous racontez tout sur lui. Non, 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 on vient de la même université. On le verra à la réunion des anciens étudiants, donc on va être gentil. Mais ça n'a lieu qu'une fois, vous avez peur de quoi? Ça aura lieu cette année. Cette année? Ah, racontez quand même. Je vais révéler quelques secrets sur eux. Le commandant préfère attaquer en premier. Ils sont de la même université que moi. L'université de la sécurité publique. Oui, l'université de la sécurité publique. Ce sont tous de bons élèves. L'un a servi l'armée pendant 2 ans quand il était en licence. Il était soldat de garde. C'est Ni Xiangshuo, celui en blanc. Vous avez une bonne mémoire. Celui en bleu s'appelle Gao Zhenyuan. Il a servi en tant que soldat électromécanicien quand il était en master. Électromécanicien? Il savait qu'il reprendrait ses études en master après les 2 années de service. Ce qu'il a fait dans l'armée ne correspondait pas du tout à ses études. Mais il l'a fait quand même. Il a fait des efforts pour apprendre et servir. Je lui ai demandé une fois, « Ce que tu as fait dans l'armée ne te sera pas utile dans l'avenir. Pourquoi tout ce gâchis? Tu peux abandonner. » Mais il a continué. Il s'est montré bon modèle pour les jeunes soldats. Je me souviens de la première fois. Quand ils sont venus me voir, ils ont osé m'appeler frangin. Comme si j'étais de leur génération. Ils vous ont appelé frangin, quelle audace! J'ai dit, quel âge avez-vous? Votre doyen de fac était mon camarade de classe. Appelez-moi autrement. Du coup, ils ont dit monsieur. Oui. Le commandant est toujours très sérieux. Parfois, il est joyeux. Par exemple, le 1er août 2016, le jour de la fondation de l'Armée populaire de libération, il y avait un mariage collectif organisé sur le pont du porte-avions. Et ils se sont mariés sur le porte-avions. Le commandant a été le témoin. Quand il s'est montré, il portait le même vêtement qu'aujourd'hui, mais avec des lunettes de soleil. On n'a pas compris pourquoi il portait des lunettes. Il l'a vu et il a dit, comme vous êtes nombreux au mariage, que les mariés sont en uniforme blanc, les mariés portent toutes des robes blanches. C'est tout blanc sur le pont. J'ai peur d'être trop ébloui. Vous savez flatter. En fait, je portais mes lunettes de soleil pour dissimuler ma tristesse. Parce qu'il y avait quelques femmes soldats parmi eux. Comme un père au mariage de sa fille. Surtout quand son mari n'est pas de chez nous. J'avais l'impression qu'elles étaient volées par des étrangers. J'ai observé que vos soldats ont bien appris de vous pendant ces années. Comme ils savent qu'un seul contre vous, c'est l'échec assuré. Pour gagner contre vous, ils ont placé quelqu'un à 10 heures et à 2 heures pour former un bon angle d'attaque contre vous. Puis, une femme soldat et 2 soldats ont divisé les tâches en racontant les anecdotes et en posant des questions pour vous distraire. Quand j'ai rejoint le navire, j'apprenais et je m'entraînais en permanence, selon le programme de l'armée. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai eu peur de voir mes compétences dévaluées. Les thèmes « rêve chinois » ou « rêve d'une armée forte » sont à la fois une motivation et une pression pour nous. Comme l'informatisation de la marine s'est développée très rapidement, avez-vous ce genre d'inquiétude? Beaucoup s'inquiètent pour leurs compétences dans le futur. Asseyez-vous. Ceux qui ont rejoint le porte-avions font face à des pressions particulièrement grandes. Beaucoup d'entre nous ont les cheveux blancs. J'ai une 50aine d'années et mes cheveux sont presque tous blancs. Je les ai fait teindre. Beaucoup ont les cheveux blancs à 20 ans.
La première passion est d'apprendre et d'innover. Il y a énormément de choses que je n'ai pas apprises et vécues. Il faut les assimiler et s'en servir pour obtenir un meilleur niveau de combativité. Mais comme il s'agit de secrets défense et de compétences de très haut niveau, personne ne me les transmettra. Donc, la pression pour apprendre et innover est très forte. La deuxième pression repose sur la sécurité. Le porte-avions compte parmi les sites les plus dangereux pour travailler. Les compagnies d'assurance britanniques ne veulent pas assurer les travailleurs du pont d'envol parce qu'ils sont exposés au risque tout le temps. Puis, ça fait pas très longtemps que notre porte-avions est entré en service. Donc, notre équipe subit une forte pression depuis toutes ces années. Une nouvelle armée s'appuie forcément sur un apprentissage innovant. Merci, mon commandant. Merci, Sabeni. Bonjour, mon commandant. Bonjour, Sabeni. Quand le navire Liaoning a fait escale à Hong Kong, j'ai eu la chance de le visiter. À peine le Liaoning arrivé à Hong Kong, un arc-en-ciel est apparu dans le ciel. C'est comme s'il était couronné de gloire. L'arc-en-ciel a duré longtemps. C'était très beau. Vous êtes au courant de ça? Oui, mais je l'ai su après. Quand on était à mi-chemin vers Hong Kong, il y avait des nuages gris et de l'orage. La pluie s'est arrêtée au bout de 2 minutes. Sur la côte, beaucoup de photographes amateurs nous prenaient en photo. On actionnait la corne de brume pour les saluer. Et j'ai beaucoup de chance de vous voir aujourd'hui. Je trouvais cela dommage de ne pas voir le commandant pendant la visite. Il devait saluer tout le monde sur le pont. Je surveillais le ponton et les petites embarcations. Comme le temps était variable, il y avait beaucoup de personnes âgées et d'enfants parmi les visiteurs. La mer était agitée. Donc je m'inquiétais pour tous ces gens. J'avais peur qu'ils se blessent ou tombent à l'eau. Je faisais attention à leur montée et descente. Les soldats faisaient un mur humain pour nous protéger. Ils nous prenaient par la main pour nous amener un par un dans le porte-avions. Une véritable chaîne humaine. J'ai été surpris. Une fois monté dans le navire, c'était comme si j'étais sur la terre ferme. C'était très stable. J'ai vu beaucoup de personnes âgées parmi nous. J'ai vu des anciens pleurer à bord. Beaucoup ont crié « Vive la patrie !» J'ai vu aussi un jeune homme qui a embrassé le pont quand il est monté. Il y avait aussi des amoureux qui se prenaient en photo avec le drapeau national. Pour beaucoup de Hongkongais, cette expérience est très importante dans leur vie. Et puis... Très émouvant, je me rappelle des scènes des gens montant sur le porte-avions. Oui, les soldats du navire nous ont guidés et donné des explications avec beaucoup de patience. Je voudrais savoir, avant l'arrivée à Hong Kong, quelle préparation aviez-vous faite? Pour un tel événement ouvert au public, vous avez beaucoup de pression, le travail de préparation doit être colossal. En fait, les préparations sont raisonnables. Une armée qui est prête à la guerre est prête pour tout. Ma seule crainte était la sécurité du public. Le porte-avions a été ouvert à de nombreux groupes venus de la partie continentale de Chine. Tous mes soldats sont capables de vous l'expliquer. En plus, le navire est bien entretenu au quotidien. Le ménage n'a pas été compliqué. Ce qui a exigé un effort particulier était la réception sur le pont. C'était la première fois qu'on organisait une réception. On a réfléchi à la présentation et aux détails. On a préparé beaucoup de plats. Si vous êtes gourmand, vous serez très heureux sur le Liaoning. Nous avons préparé pas mal de spectacles musicaux. Notre fanfare a répété les morceaux 2 mois à l'avance. Ils ont joué Perle de l'Orient et Ma patrie. Les gens croyaient qu'ils étaient musiciens professionnels, alors qu'ils ne sont que marins. Bonjour mon commandant. Bonjour Sabeni. Je m'appelle Xu Xiaoni. Je pratique le surf dans la vie. Je croyais que vous travailliez sur le pont. Oui, vous voulez dire que je suis la seule ici qui soit plus foncée que vous?
Qu'on soit sur un surf ou un porte-avions, nous sommes tous attachés à la mer et aux océans. La différence, c'est que vous commandez un immense navire de 3000 postes d'équipage, alors que je n'ai qu'une seule petite planche sur laquelle je suis seule à pouvoir monter. Vous devez aller en pleine mer, affronter les intempéries, alors que je recherche juste les vagues sur les côtes. Une autre différence entre vous, c'est que les marins n'aiment pas trop les vagues, malgré la taille de leur navire. Vous, les surfeurs, vous préférez les grosses vagues. Les surfeurs aiment particulièrement les vagues de typhon. J'aimerais savoir comment vous vous sentez pendant les missions en mer. Par exemple, les missions confidentielles, mais exposées aux dangers en mer de Chine méridionale. Vous aimez la mer. Vous êtes heureuse et en bonne santé. Je pense que cela mérite notre présence en mer et notre combat. Quels sont mes sentiments? Nous ne cherchons pas à être sur la mer nous-mêmes, au contraire de vous autres. Cela vous motive. Nous, c'est notre travail qui exige qu'on soit en mer. Par contre, après tout ce temps passé en mer, on s'y attache. Quand je suis en mer, je veux rentrer chez moi. Mais une fois à la maison, au bout de 2 jours, je me demande quand est-ce que je repartirai en mer. C'est une contradiction permanente. J'aime la vie au sol, mais j'aime aussi me trouver en mer. L'État m'a confié ce porte-avions. J'observe le lever et le coucher du soleil depuis la passerelle. Je regarde les chasseurs qui s'envolent. J'éprouve effectivement un sentiment de grande fierté. Par ailleurs, les mers chinoises ne sont pas en paix en ce moment. Il y a encore beaucoup à faire. Si notre puissance grandit de jour en jour, les mers du monde seront de plus en plus paisibles. Si nous sécurisons nos mers, vous pourrez exploiter de plus en plus d'endroits pour surfer. Vous avez dit dans votre discours que vous avez passé 4 ans pour terminer la formation de commandant et que les autres le font en 8 ou 10 ans. Dans notre cercle de fans de l'armée, une rumeur dit qu'un commandant de porte-avions doit avoir au moins 4 à 6 000 heures de vol en avion. Il doit aussi avoir l'expérience de 500 décollages à pontage avant de devenir commandant dans la marine américaine. Voici ma première question. Est-ce que vous confirmez l'existence de ces critères? La deuxième, est-ce que vous savez vous-même piloter un avion? Je suis très curieux. C'est une très bonne question. J'ai 3 critères pour une bonne question. Le premier, je connais la réponse. Le deuxième, je suis autorisé à y répondre. C'est le cas. Non, ce n'est pas confidentiel. Le troisième, la question est typique. Beaucoup de gens me demandent sans arrêt. Vous savez piloter un avion? Vous êtes pilote d'avion? Vous avez remarqué son attitude à cette question, me demande sans arrêt. Je pourrais donc profiter de l'occasion. Pour répondre à la question une bonne fois pour toutes. En 1925, le Congrès américain a passé une loi obligeant les commandants de porte-avions à être aussi des pilotes d'avion. Pourquoi? C'est sur la base du contexte historique. Au début du XXe siècle, les pilotes militaires sont apparus. Les avions pouvaient atterrir sur un porte-avions. Les pilotes d'avion, de porte-avions, se sentaient dans une situation précaire. Cette loi est née pour les encourager, pour garantir leur avenir, pour leur donner l'occasion d'apprendre à naviguer. Leur savoir-faire aérien les aiderait à devenir de meilleurs commandants de frégates. Mais les conditions que vous avez mentionnées dans votre question ne correspondent pas à la réalité dans l'armée américaine à l'époque. Personne n'aurait rempli ces conditions. Comment faire donc? Ils ont décidé de former des commandants de navires à l'aviation. C'est pour ça que des personnages illustres de la Seconde Guerre mondiale ont appris à voler, comme William Frederick Halsley. Avec le temps, le besoin de formation a augmenté. Et nous alors? Nous ne sommes pas prêts actuellement. Pas seulement la Chine. Parmi les pays qui possèdent un porte-avions, les États-Unis sont le seul qui a ces critères spécifiques. Les commandants de porte-avions des autres pays sont tous issus de la marine.
Et vous voulez savoir si j'ai déjà piloté un avion? L'État tient à nous former. J'ai piloté un avion quand j'ai quitté la division de contre-torpilleurs. J'ai piloté, mais pas beaucoup. À ma prise de fonction en tant qu'officier en second du porte-avions, j'avais déjà 42 ans. Un âge trop avancé pour apprendre à piloter un chasseur. Donc, j'ai appris à piloter des hélicoptères. J'ai eu quelques heures de vol seulement, parce qu'un hélicoptère est aussi délicat à manipuler. C'est vrai. Donc, au total, j'ai volé Quelques heures. Je pilote un hélicoptère d'une autre manière. Si vous m'observiez, vous auriez l'impression qu'il va faire une chute. Donc la réponse de notre commandant est très simple. Il a volé, mais pas beaucoup. Les Américains font autrement parce que leur armée a eu un développement. Si nous avions davantage de porte-avions et de pilotes, les pilotes de la nouvelle génération auraient le même parcours. Ils sont encore jeunes. Les critères américains ne sont pas applicables. Mon commandant, Sabening, bonjour. J'ai vu un film très populaire récemment. Dans ce film, un commandant de la marine chinoise donne un ordre et son équipe réussit à localiser l'emplacement des ennemis avec un signal émis par un portable. Notre technologie nous permet-elle de réaliser ce type de manœuvre? Asseyez-vous. Je vais prendre du temps pour vous répondre. Théoriquement, la technique que vous avez mentionnée est réalisable. Ce n'est pas une nouveauté dans un contexte de guerre moderne. Pourtant, l'informatisation est loin d'être si simple. Je vous cite un exemple pratique. 6 soldats d'élite se sont déguisés en femmes arabes, habillés en noir de la tête aux pieds. Ils sont entrés dans un village ennemi pour vérifier si leur cible était dans une pièce ou pas. Juste après leur confirmation, ils ont envoyé un message par SMS, WeChat ou Facebook. Puis le bombardier américain B-2, qui avait parcouru 1000 km, a lancé une bombe sur la cible. Voici un exemple de guerre en collaboration et de guerre informatisée. Des quantités d'infrastructures sont nécessaires pour mener ce type de guerre. En particulier, les infrastructures dans l'espace, comme les satellites de reconnaissance, de surveillance, de communication et de localisation. Tous ces satellites jouent un rôle important. L'esprit du combat va s'appuyer de plus en plus sur les armes intelligentes. C'est-à-dire que les scientifiques vont s'appuyer sur les expériences et la stratégie des guerres. Les besoins. Pour innover dans le domaine des armes, elles seront plus intelligentes. Avant, si je voulais attaquer la personne derrière sa Beining, je devais bouger pour trouver le bon angle. Aujourd'hui, les armes, les balles peuvent tourner elles-mêmes pour atteindre la cible. Il suffit que je reste sans bouger. Sa Beining va me couvrir. C'est super. Ma balle et mon missile vont trouver les ennemis eux-mêmes. Pourquoi suis-je impliqué dans cette mission? L'informatisation rendra les soldats de plus en plus puissants. Les scientifiques et les ingénieurs seront de plus en plus sollicités. Si un jour un soldat robot apparaît, ne soyez pas surpris. Je peux aussi vous dire que la Chine possède le système de géolocalisation Beidou. Lors de la grande revue de l'armée sur la base Zhuzhou, on a aussi pu constater que sur les armes de guerre individuelles, notre système de géolocalisation pouvait localiser ultra précisément. Ce que vous avez vu dans le film est une technique assez simple pour une armée moderne. Je me rappelle tout à coup le pilier de mer dans la pérégrination vers l'ouest. Quand le roi singe a eu ce pilier, il l'a transformé en bâton ultime capable d'éliminer tous les monstres. La marine chinoise manquait d'un tel pilier de mer. Aujourd'hui, le porte-avions assure ce rôle. Nous en aurons d'autres dans l'avenir. À qui passera ce pilier de mer? Il faut que la personne ait le sens des responsabilités. Le roi singe. Oui. Ceux qui aspirent à la paix sont capables de nous assurer la paix. Nos soldats le peuvent. Ils sont la garantie la plus rassurante derrière nous. Applaudissements de nouveau pour l'excellent discours du commandant Liu Zhe. Merci.
À bientôt et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci.